Bienvenue à ce cours d'amphibé consacré à la photosynthèse. Les végétaux possèdent une capacité d'autotrophie, c'est-à-dire la capacité de produire leur propre matière organique à partir des ressources présentes dans leur milieu environnant. Sur ces photos, vous pouvez voir que les végétaux présentent un mode de vie fixé. Ils vont alors puiser les ressources présentes dans le sol au moyen de leurs racines et celles présentes dans l'atmosphère au moyen de leur feuillage. Nous allons ici nous intéresser aux événements se produisant au sein des feuilles. Dans ce schéma est représentée une coupe transversale, c'est-à-dire une coupe verticale d'une feuille. On observe deux types de tissus, c'est-à-dire d'ensemble de cellules entourées par des couches d'épiderme et de cuticules protectrices. Dans la partie supérieure, on a le parenchyme palissadique comportant des cellules resserrées entre elles et exposées à la lumière. Dans la partie inférieure, on a le parenchyme lacuneux présentant des espacements entre les cellules. Cet agencement des cellules permet des échanges gazeux entre la feuille et l'atmosphère au niveau des stomates. Pour rappel, les stomates sont constitués de deux cellules de garde qui régulent l'ouverture d'un orifice nommé ostiole, permettant l'entrée et la sortie des gaz au sein du végétal. Nous allons maintenant nous intéresser à des expériences qui ont permis de mettre en évidence la production de matière organique au sein des végétaux. Dans cette première expérience, les feuilles sont placées dans trois conditions différentes. En présence de lumière mais avec un cache sur une partie de la feuille, et enfin en absence de lumière. On réalise ensuite un test à l'eau iodée pour déterminer s'il y a eu production de matière organique. En présence de matière organique, la coloration vire du marron vers le bleu. On observe que pour les feuilles des plants placées dans la condition numéro 1, en présence de lumière, l'entièreté de la feuille se colore dans des tons bleu violacé. Il y a donc eu production de matière organique. On observe dans la condition 3, où les plants sont placés à l'obscurité, une coloration marron. Il n'y a donc pas eu production de matière organique. Cela nous invite à penser que les plants ont besoin de lumière pour produire de la matière organique. Si l'on s'intéresse maintenant aux résultats des plants placés en condition 2, on constate une coloration bleue sur la partie exposée à la lumière et une coloration marron sur la partie recouverte d'un cache bloquant la lumière. Cette expérience nous montre que la lumière est nécessaire pour les réactions de synthèse de la matière organique. On réalise maintenant une observation au microscope des cellules des feuilles de l'expérience de la diapo précédente, afin de localiser la production de matière organique au sein de la cellule végétale. Pour rappel, la cellule est délimitée par une membrane cytoplasmique entourée d'une paroi. Elle renferme le matériel génétique nécessaire à son fonctionnement, ainsi qu'une vacuole et divers organites. Les organites sont des structures spécialisées, c'est-à-dire qui vont effectuer une fonction précise dans la cellule, et ils sont délimités par leur propre membrane. Lorsque l'on observe les lamelles au microscope, on constate que la coloration au lugol est située au niveau des chloroplastes des cellules exposées à la lumière. Vous voyez qu'au niveau des cellules qui ont été éclairées, vous avez présence d'amidon au sein des chloroplastes, tandis que dans les cellules qui n'ont pas été éclairées, vous avez absence d'amidon au sein des chloroplastes. Dans cette nouvelle expérience, on place des plants à la lumière dans deux conditions différentes, soit en présence de CO2, soit en absence de CO2. Donc dans la partie supérieure, vous n'avez pas de CO2 et dans la partie inférieure, vous avez du CO2. En réalisant une observation microscopique, on constate qu'en absence de CO2, il n'y a pas de coloration violette suite au test à l'eau iodée, tandis qu'en présence de CO2 dans le milieu, une coloration violacée apparaît au niveau des chloroplastes éclairés. On en déduit donc que le CO2 est nécessaire à la production de matière organique. Le carbone du CO2 est intégré au sein des molécules organiques au niveau des chloroplastes en présence de lumière. On peut reprendre le précédent schéma et le compléter avec les données des expériences. Le CO2 pénètre au niveau des stomates et diffuse à travers le parenchyme lacuneux en direction du parenchyme palissadique. Les cellules du parenchyme palissadique sont sur la face supérieure de la feuille. Ce positionnement leur permet de capter plus de lumière nécessaire à la production de la matière organique à partir du CO2 au sein des chloroplastes. Analysons maintenant la structure d'un chloroplaste. Un chloroplaste est constitué d'une double membrane délimitant un espace interne, le stroma contenant des thylakoïdes. Les thylakoïdes sont des structures semblables à des sacs aplatis et empilés formant un granum. L'espace intérieur d'un thylakoïde est le lumen. Les chloroplastes contiennent des pigments auxquels nous allons maintenant nous intéresser pour connaître leur rôle lors de la photosynthèse.
Les végétaux présentent des colorations des différents organes qui les composent, tels que les fleurs ou les feuilles. Cela est dû à la présence de pigments, parmi lesquels certains sont impliqués dans la photosynthèse. Dans cette expérience, on souhaite mettre en évidence les différents pigments présents au niveau des feuilles à l'aide d'une chromatographie sur papier. Pour cela, on prend deux types de feuilles, des feuilles de chêne et des feuilles de prunier, que l'on broie pour en extraire le contenu. On récupère le mélange obtenu et l'on réalise un dépôt sur une bandelette de papier que l'on place dans un milieu contenant un solvant, permettant la migration des différents composants de la solution brute. On obtient des taches de différentes couleurs. Elles correspondent aux différents pigments photosynthétiques qui ont migré sur le papier lors de l'expérience. Il s'agit de la chlorophylle A, de la chlorophylle B, des xanthophiles et des carotènes. Si l'on résume, au sein des cellules végétales, on a des chloroplastes qui renferment des thylakoïdes porteurs de pigments photosynthétiques. Ces pigments sont des molécules capables d'absorber la lumière dans certaines longueurs d'onde. Ils nous apparaissent donc colorés car ils absorbent une ou plusieurs longueurs d'onde du spectre visible. Par exemple, les feuilles nous apparaissent vertes car elles contiennent de grandes quantités de chlorophylle qui absorbent les longueurs d'onde situées dans le bleu et dans le rouge et laissent passer les longueurs d'onde situées dans le vert. En revanche, en automne, les feuilles nous apparaissent oranges car il y a moins de chlorophylle produite, donc ce sont les longueurs d'onde qui ne sont pas absorbées par les carotènes que nous voyons. On a donc différents pigments associés à des protéines au niveau des thylakoïdes. Ensemble, ils forment des photosystèmes qui vont capter l'énergie lumineuse. Jusqu'à présent, nous avons parlé de lumière nécessaire à la photosynthèse, mais pour être plus exact, il s'agit d'énergie lumineuse qui va être nécessaire aux réactions chimiques de la photosynthèse. Avant de parler plus en détail du rôle des pigments, faisons un bref rappel des propriétés de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique. Elle correspond à un déplacement d'énergie sans transport de matière. Le spectre de la lumière visible par l'œil humain est caractérisé par des longueurs d'onde situées entre 400 et 800 nanomètres. Lorsque vous observez un arc-en-ciel, il s'agit en fait de la décomposition de la lumière blanche provenant du soleil, ce qui permet de voir apparaître les différentes couleurs correspondant à différentes longueurs d'onde. La lumière transporte de l'énergie sous forme de photons. Selon la longueur d'onde, on a plus ou moins d'énergie qui est transportée. Les longueurs d'onde plus élevées, autour de 800 nanomètres, situées dans le rouge, transportent moins d'énergie que les ondes situées dans le bleu et dans le vert, autour de 400 nanomètres. On réalise ici une expérience pour déterminer les capacités d'absorption d'une solution de chlorophylle. Pour cela, on décompose la lumière blanche à l'aide d'un prisme en ses différentes longueurs d'onde et on intercale une solution contenant le pigment entre la source lumineuse et un spectromètre qui va mesurer la proportion de lumière transmise par chaque longueur d'onde. Ceci permettra d'en déduire la proportion de lumière absorbée. Ici, de ce côté, vous avez les ondes émises par la lumière blanche qui a été décomposée, qui vont traverser une solution contenant un pigment, la chlorophylle. Cette chlorophylle va être en mesure d'absorber certaines longueurs d'onde, et les longueurs d'onde qui ne seront pas absorbées vont pouvoir être mesurées par le spectromètre. Dans ce schéma, vous avez représenté dans la partie supérieure le spectre de la lumière visible, décomposé dans ses différentes longueurs d'onde. En dessous, vous avez le résultat de l'expérience. On observe des bandes noires au niveau de certaines longueurs d'onde, entre 400 et 500 nanomètres et entre 650 et 800 nanomètres. Cela correspond aux radiations absorbées, tandis que les radiations entre 500 et 650 nanomètres ont été transmises. Une autre forme de représentation, sous forme graphique, montre le pourcentage d'absorption en fonction de la longueur d'onde. Vous retrouvez des pics au niveau des longueurs d'onde qui ont été absorbées. Cette expérience permet de déterminer le spectre d'absorption d'un pigment. Il représente les variations de l'absorption en fonction de la longueur d'onde des radiations lumineuses. Si l'on analyse le spectre d'absorption d'un autre pigment tel que les caroténoïdes, on constate qu'ils absorbent les longueurs d'onde situées entre 400 et 550 nanomètres et autour de 750 nanomètres. Le spectre d'absorption des caroténoïdes est donc différent de celui de la chlorophylle. La combinaison des différents pigments permet d'augmenter les radiations lumineuses qui peuvent être absorbées par le végétal et ainsi augmenter le spectre d'action de la photosynthèse.
Dans ces nouvelles expériences, on travaille avec une algue, la spirogyre, possédant des chloroplastes rubanés et spiralés sur toute sa longueur. Ces algues sont placées dans un milieu contenant une bactérie ayant un chimiotropisme positif pour l'oxygène. Les bactéries ont une affinité pour l'oxygène et sont donc attirées par cette molécule et vont se déplacer selon un gradient de concentration chimique. Engelmann a placé les cultures dans 2 conditions, en présence et en absence de lumière. À gauche, en absence de lumière, on observe que les bactéries sont présentes sur l'ensemble du milieu de culture. À droite, en présence de lumière, on observe que les bactéries sont au contact de l'algue. On en déduit qu'en présence de lumière, l'algue a réalisé la photosynthèse entraînant un dégagement de dioxygène, ce qui a attiré les bactéries à son contact. On réalise une seconde expérience avec la spirogyre et les bactéries, où cette fois-ci, le milieu est éclairé par une lumière décomposée en ses différentes longueurs d'onde. On constate que les bactéries se concentrent essentiellement autour de l'algue éclairée par des radiations bleues et des radiations rouges. On en déduit que ces radiations ont permis à la spirogyre de produire plus de dioxygène. Ces radiations sont donc plus efficaces pour la réalisation de la photosynthèse par la spirogyre. Cette expérience a permis de déterminer le spectre d'action de la spirogyre, ici déterminé par la production de dioxygène en fonction de la longueur d'onde. L'expérience précédente nous a permis d'établir la notion de spectre d'action. Celui-ci représente les variations de l'intensité de la photosynthèse selon le type de radiation reçue. Le rendement de la photosynthèse en fonction des longueurs d'onde est obtenu en mesurant la quantité de dioxygène libérée ou bien la consommation de CO2. Si l'on analyse simultanément le spectre d'absorption et le spectre d'action pour un pigment donné, on constate sur le graphique que les pics d'absorption des longueurs d'onde et les pics des taux de photosynthèse coïncident au niveau des mêmes longueurs d'onde. Ici par exemple, on a des pics d'absorption pour des longueurs d'onde comprises entre 400 et 500 nanomètres et entre 600 et 700 nanomètres. Ceci se superpose au spectre d'action photosynthétique représenté par la courbe verte sur le graphique. Cette corrélation s'explique par le rôle des pigments dans l'absorption de l'énergie lumineuse, puis sa conversion en énergie chimique utilisée ensuite pour la synthèse des molécules organiques. Si l'on résume ce que l'on vient de voir, la lumière qui arrive jusqu'aux organismes photosynthétiques transporte de l'énergie sous forme de photons. Les différentes longueurs d'onde transportent des quantités d'énergie différentes, les radiations vertes et bleues étant les plus énergétiques. Au sein des cellules végétales se trouvent des chloroplastes, qui sont les organismes en charge de réaliser la photosynthèse, c'est-à-dire de produire la matière organique à partir du carbone fourni par le CO2. Cette synthèse est possible grâce à l'énergie lumineuse qui est captée par les pigments photosynthétiques présents dans les photosystèmes au niveau des thylakoïdes. Chaque pigment possède un spectre d'absorption qui correspond à l'absorption des radiations lumineuses par le pigment en fonction de la longueur d'onde. Ce spectre d'absorption est corrélé au spectre d'action de la photosynthèse qui représente les variations d'intensité de la photosynthèse selon le type de radiation reçue. Nous allons maintenant nous intéresser à la façon dont l'énergie lumineuse est convertie en énergie chimique utilisable par la cellule pour les réactions de synthèse. Pour commencer, rappelons quelques notions. Une réaction d'oxydoréduction est un échange d'électrons entre une espèce chimique capable d'en céder, il s'agit d'un réducteur, et d'une espèce chimique qui va accepter les électrons, il s'agit d'un oxydant. Le scientifique Robert Hill émit l'hypothèse que la présence d'un accepteur d'électrons est nécessaire pour la production de dioxygène. Pour vérifier son hypothèse, il réalisa une expérience où il plaça une suspension de chloroplastes dans un milieu sans CO2. Il mesura ensuite la concentration en dioxygène dans le milieu en faisant varier les conditions. Premièrement, les chloroplastes sont placés à l'obscurité. On observe que le taux de dioxygène diminue dans le milieu. Lorsque dans un second temps, la suspension de chloroplastes est éclairée, la baisse de quantité de dioxygène dans le milieu se poursuit. Lorsque dans le milieu est ajouté le réactif de Hill, qui est un accepteur d'électrons, on constate une augmentation de la quantité de dioxygène dans le milieu. On en déduit que la présence d'un accepteur d'électrons est nécessaire pour produire le dioxygène. Enfin, la suspension contenant le réactif de Hill est placée à l'obscurité. On constate une baisse de la concentration en dioxygène. La lumière joue donc un rôle dans la production de dioxygène.
Avec leurs expériences, Ruben et Kamen cherchent à déterminer l'origine de l'oxygène produit par la photosynthèse. Dans cette première expérience, les algues unicellulaires sont placées en culture en conditions éclairées. Dans cette première expérience, où les algues unicellulaires sont placées en culture en conditions éclairées, ils font un marquage soit de l'eau, soit du CO2 avec un isotope lourd. Lorsque l'eau est marquée avec l'isotope lourd, on observe que le dioxygène qui est produit comporte de l'oxygène lourd. Lorsque le CO2 est marqué avec l'isotope lourd, l'O2 produit comporte de l'oxygène léger. On peut donc en déduire que le dioxygène produit au moment de la photosynthèse provient de la molécule d'eau et non pas de la molécule de CO2. L'expérience 2, où l'eau est marquée avec de l'oxygène lourd, montre qu'en présence de lumière, il y a production de dioxygène, tandis qu'en absence de lumière, il n'y a pas de dégagement d'O2. D'après les résultats de ces expériences, le dioxygène libéré lors de la photosynthèse est issu de la dissociation de la molécule d'eau en présence de lumière. Si on reprend les résultats précédents de l'expérience de Hill, on peut donc dire que le dioxygène dégagé provient de la scission de la molécule d'eau en présence de lumière. Dans cette expérience, les électrons libérés lors de l'oxydation de l'eau sont captés par le réactif de Hill, qui est un oxydant qui va être réduit. Cette réaction d'oxydoréduction, qui couple l'oxydation de l'eau et la réduction d'un composé, est possible grâce à l'énergie apportée par la lumière. Dans cette expérience, les scientifiques placent une culture de chlorelle dans différentes conditions. Dans la première expérience, les algues sont placées dans un milieu éclairé en présence de CO2 marqué pour suivre le devenir du carbone. Après un certain temps de culture, ils observent la présence d'amidon radioactif, l'amidon étant un glucide complexe. Dans l'expérience 2, les algues sont cultivées à l'obscurité. Il n'y a pas de production d'amidon. Dans l'expérience 3, les algues sont d'abord éclairées en absence de CO2 radioactif, puis placées à l'obscurité. On observe la production d'une faible quantité d'amidon. Ces résultats suggèrent que la lumière n'est pas directement nécessaire pour la synthèse de matière organique, puisque dans l'expérience 3, de l'amidon est formé à l'obscurité. Cependant, des composés produits durant la phase éclairée sont nécessaires à la synthèse de la matière organique. En effet, dans l'expérience 2, les algues ne produisent pas d'amidon en absence de lumière, mais dans l'expérience 3, le CO2 radioactif est intégré à la matière organique grâce à une période d'éclairage préalable à la phase à l'obscurité. Dans cette expérience, Arnold suit la fixation du carbone et la synthèse des molécules organiques dans les chloroplastes. Pour cela, il sépare le stroma et les thylakoïdes. Dans l'expérience 1, les thylakoïdes isolés sont placés à la lumière en présence de CO2 marqué. L'analyse des résultats montre l'absence de molécules organiques marquées. Il n'y a donc pas eu fixation de carbone présent dans le CO2. Dans l'expérience 2, le stroma est placé à l'obscurité. Les résultats montrent qu'il n'y a pas de production de matière organique. Dans l'expérience 3, le stroma est placé à l'obscurité, mais à la différence de l'expérience 2, on ajoute des thylakoïdes qui ont été placés à la lumière. On observe une fixation du carbone dans la matière organique. On en déduit que les thylakoïdes, en présence de lumière, produisent des composés nécessaires à la fixation du carbone. Dans l'expérience 4, le stroma est placé à l'obscurité en présence de carbone marqué, d'un composé réduit RH2 et de la molécule énergétique, l'ATP. On observe une fixation du carbone du CO2 dans la matière organique. Les résultats de ces expériences nous permettent de dire que l'assimilation du CO2 nécessite une phase lumineuse préalable qui permet aux thylakoïdes de produire des molécules réductrices et énergétiques. La photosynthèse possède donc deux phases dépendantes l'une de l'autre. La phase photochimique qui consiste en la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique qui a lieu dans les thylakoïdes et la phase chimique qui consiste en la production des molécules organiques qui a lieu dans le stroma. Lorsque l'on reprend l'équation de la photosynthèse et les résultats de ces expériences, on peut donc dire que le carbone du CO2 a été intégré à la matière organique et que l'atome d'oxygène provient de la scission de la molécule d'eau qui libère également des protons et des électrons. Maintenant que nous avons abordé la notion de phase photochimique, nous allons voir les différentes étapes qui se succèdent pour produire les intermédiaires qui seront ensuite utilisés lors de la phase chimique. Dans la membrane des thylakoïdes se situent les photosystèmes qui comportent une association de pigments. Ceux-ci captent l'énergie lumineuse qui va être transmise au centre réactionnel. On a le photosystème 2 qui intervient avant le photosystème 1 dans les réactions de photosynthèse. Ils ont été numérotés selon leur ordre de découverte.
Au niveau du centre réactionnel se situe une molécule de chlorophylle qui sous sa forme stable est réduite. Lorsque l'énergie qui est captée par les pigments du photosystème arrive au niveau du centre réactionnel, la chlorophylle perd un électron et passe sous sa forme oxydée. Pour revenir à son état réduit et stable, la chlorophylle récupère les électrons qui sont libérés au moment de la scission de la molécule d'eau, grâce à l'énergie apportée par la lumière. En plus de libérer des électrons, la photolyse de l'eau entraîne un dégagement de dioxygène et de protons NOTH+, dans la lumière du thylakoïde. Les électrons en provenance du photosystème 2 sont transmis à des transporteurs d'électrons présents au niveau de la membrane des thylakoïdes. Ici, notez R sur ce schéma. Au niveau de la membrane des thylakoïdes, on a une chaîne de transporteurs d'électrons qui vont transmettre les électrons en provenance du photosystème 2 vers le photosystème 1. Lorsque ces transporteurs sont réduits, ils sont notés RH2. Tout comme le photosystème 2, au niveau du photosystème 1, l'énergie lumineuse captée par les pigments est également transmise au centre réactionnel qui perd un électron et passe sous sa forme oxydée. L'électron perdu par le photosystème 1 est transmis à un composé oxydé présent dans le stroma. Le NAD+ va être réduit en NADPH. Pour revenir à son état stable, le photosystème 1 récupère l'électron en provenance du photosystème 2 via la chaîne de transport d'électrons. Au cours du transport des électrons entre le photosystème 2 et le photosystème 1, les protons sont transférés à travers la membrane du thylakoïde. On a donc un gradient de concentration qui s'établit. On a une concentration en protons supérieure au niveau de la lumière du thylakoïde. Les protons sont transférés de la lumière du thylakoïde vers le stroma à travers une molécule ATP synthase. Elle se sert du gradient électrochimique produit par les protons pour synthétiser de l'ATP au niveau du stroma. À l'issue des différentes réactions qui ont lieu durant la phase photochimique de la photosynthèse, on a eu transduction de l'énergie lumineuse en énergie chimique. En effet, l'énergie lumineuse a permis au photosystème 1 et 2 de générer du NADPH qui est un pouvoir réducteur et de l'ATP qui est une source d'énergie utilisable par la cellule. Ces composés, comme nous allons le voir dans les diapos suivantes, vont servir durant la phase chimique de la photosynthèse. Nous allons donc maintenant nous intéresser à la phase chimique qui a lieu dans le stroma et qui sert à incorporer le CO2 dans la matière organique. Dans l'expérience de Gaffron, une suspension de chlorelle est placée dans un milieu contenant du CO2 marqué. La suspension est d'abord éclairée puis placée à l'obscurité. Il a mesuré la quantité de carbone fixée dans les deux conditions, correspondant à la quantité de CO2 utilisée par la suspension d'algues. On observe sur le graphique qu'il y a incorporation du CO2 durant la phase lumineuse. Après le passage à l'obscurité, l'incorporation diminue puis devient nulle au bout de quelques secondes. On en déduit que puisque l'incorporation se poursuit durant quelques secondes à l'obscurité, la phase chimique ne dépend pas directement de la lumière. La fixation du CO2 dans la matière organique s'arrête au bout de quelques secondes car elle a besoin des molécules produites lors de la phase photochimique. Comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit des molécules d'ATP et d'un composé RH2 qui va servir de pouvoir réducteur. Dans cette nouvelle expérience, les scientifiques se sont intéressés aux composés organiques produits au moment de la photosynthèse. Les chloroplastes en culture sont reliés à un serpentin grâce à une pompe qui contrôle le débit et donc la durée de présence des algues dans le serpentin. Le dispositif est conçu pour pouvoir incorporer du CO2 marqué à différents endroits. Cela permet de contrôler la durée de contact entre les chlorelles et le CO2 marqué. À la sortie du dispositif, les algues tombent dans un milieu contenant de l'éthanol, ce qui entraîne la mort cellulaire. Les molécules organiques sont ensuite extraites des algues et soumises à une chromatographie qui sépare les différentes molécules et une autoradiographie qui révèle les molécules ayant incorporé le CO2 radioactif. Dans ce tableau sont notées les différentes molécules qui ont été produites lors de l'expérience présentée dans la diapo précédente. On observe qu'après 2 secondes, le CO2 marqué se retrouve dans les molécules d'acide phosphoglycérique notées APG.
Ce composé a 3 carbones est donc le premier composé formé. Ensuite, ce sont des sucres comme les triose-phosphates et un sucre à 5 carbones, le ribulose biphosphate, noté RuBP, qui apparaissent sur la chromatographie. Enfin, au bout de 30 secondes, on a des molécules de différentes natures. On observe des sucres comme le saccharose, des acides organiques comme l'aspartate et le malate, et des acides aminés comme l'alanine et la sérine, qui sont également marqués. On en déduit de cette expérience que l'incorporation du CO2 dans les molécules organiques se fait de façon progressive. La photosynthèse est bien à l'origine de la production des molécules organiques constituant les organismes autotrophes. Dans cette expérience, les algues sont placées en présence de CO2 marqué, puis en absence de CO2. On suit l'évolution de la quantité des molécules carbonées en fonction du temps. On constate qu'en présence de CO2 dans le milieu, on a production d'APG et de RuBP. À noter que dans l'expérience que nous avions vue précédemment, il s'agissait des premiers composés qui apparaissaient dans la chromatographie bidimensionnelle. Lorsque l'on supprime le CO2 du milieu, on constate une baisse de la quantité d'APG. L'APG est donc formé suite à la fixation du CO2. Par contre, lorsque l'on supprime le CO2 du milieu, la quantité de RuBP continue d'augmenter durant quelques secondes avant de diminuer. On a donc eu accumulation de RuBP durant quelques secondes, ce qui veut dire qu'il n'a pas été utilisé et donc qu'il participe à la fixation du CO2. Ces résultats montrent que le CO2 est nécessaire à la synthèse d'APG et à l'utilisation du RuBP. Le RuBP fixe le CO2 et on a ensuite production de l'APG. Dans cette nouvelle expérience, les chlorelles sont placées dans un milieu de culture contenant du CO2 marqué. Les algues sont placées successivement à la lumière, puis à l'obscurité, puis à nouveau à la lumière. On constate, en présence de lumière, une production d'APG et de RuBP. À l'obscurité, on a une augmentation de la concentration en APG durant quelques secondes, tandis que le taux de RuBP diminue. La lumière est donc nécessaire à la synthèse de RuBP et à l'utilisation de l'APG. La lumière permet au chloroplaste de produire les composés intermédiaires nécessaires à l'utilisation de l'APG et à la synthèse du RuBP. Comme on l'a vu précédemment, il s'agit de l'ATP et de la molécule réduite notée ici RH2 dans l'équation. On a donc un cycle permettant de régénérer le RuBP à partir de l'APG grâce au composé de la phase photochimique. Le RuBP peut ainsi continuer à fixer le CO2 et permettre la production d'APG. Ce cycle, nommé cycle de Calvin et Benson, montre le couplage entre les deux phases pour la réalisation de la photosynthèse. Vous avez ici une représentation simplifiée du cycle de Calvin. On a fixation de la molécule de CO2 sur la molécule de RuBP, qui est un sucre à 5 carbones. Le composé intermédiaire à 6 carbones se scinde rapidement en deux molécules à 3 carbones, l'APG. Grâce à l'ATP et au NADPH produit lors de la phase photochimique, l'APG est converti en triose-phosphate, c'est-à-dire des sucres à 3 carbones. Ces triose-phosphates vont permettre la synthèse des diverses molécules organiques que sont les glucides, les lipides et les protéines, nécessaires au fonctionnement des organismes. On a également, à partir des triose-phosphates, régénération du RuBP. Cette étape est nécessaire afin de permettre au cycle de se poursuivre en continuant à fixer du CO2 et à l'incorporer à la matière organique. Si l'on reprend tout ce que l'on a vu, au sein des cellules végétales se trouvent des organites impliqués dans la photosynthèse, ce sont les chloroplastes. Ils renferment des thylakoïdes, porteurs de photosystèmes, où sont présents différents pigments qui vont permettre la transduction de l'énergie lumineuse en énergie chimique. L'énergie apportée par les photons permet de produire de l'ATP, qui est une source d'énergie utilisable par la cellule, et du NADPH, qui est un pourvoir réducteur. Ceux-ci sont utilisés au niveau du stroma lors de la phase chimique qui correspond au cycle de Calvin, où le CO2 est incorporé dans la matière organique. Donc si vous reprenez l'équation générale de la photosynthèse, votre carbone du CO2 est intégré à votre molécule organique, ici une molécule de glucose, et la scission de la molécule d'eau va libérer du dioxygène. J'espère que ce cours vous sera utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu similaire.